Poupidou sur France 2. Au sommaire du journal, l'enquête sur l'assassinat de Céline, cette étudiante de 19 ans qui avait disparu depuis une dizaine de jours en Angleterre après avoir fait du stop. La poursuite de la grève des traminots à Marseille, la victoire cet après-midi du Stade Toulousain qui affrontera Cardiff samedi prochain en finale de la première Coupe d'Europe de rugby et en guise de dessert à la fin du journal, le bêtisier sportif de l'année. Madame, Monsieur, bonsoir. Le corps de Céline Figard, cette étudiante française de 19 ans disparue dans le sud de l'Angleterre depuis une dizaine de jours, a été formellement identifié hier soir. L'assassin l'a frappée à la tête et étranglée avant de jeter le corps près d'une autoroute. Sur place pour France 2, Jacques Cardoz. Bernard Figard, le père de la victime, ce soir à l'hôtel de police de Southampton. Il s'est entretenu avec les policiers aujourd'hui sur les suites de l'enquête. Mais il y a sans doute des images qui ne s'effaceront jamais. Celle de sa fille, retrouvée morte ici. Elle était nue, sans aucun vêtement à ses côtés. Elle a été jetée dans un fossé jeudi, mais c'est seulement hier qu'un automobiliste a découvert son corps, inanimé, et presque par hasard. À son arrivée, la police a dressé un périmètre de sécurité. Le moindre indice doit être préservé pour connaître les circonstances de sa mort. Céline était sans doute morte depuis plusieurs jours, au moins 4 ou 5. Céline n'a pas été violée, mais elle a été étranglée. Plusieurs coups lui ont été portés à la tête avec un objet. Céline était partie en vacances le 18 décembre dans l'espoir de rejoindre son cousin, maître d'hôtel, dans le sud de l'Angleterre. Mais son itinéraire s'est d'abord arrêté dans 7 stations-service près de Newbury. Céline avait été emmenée successivement par 2 chauffeurs routiers français depuis Chalon-sur-Marne. Le 3e chauffeur, cet homme, un Britannique, est soupçonné d'être son meurtrier. La police a promis 100 000 livres de récompense à qui le retrouverait. Ce soir, la police britannique a étendu la diffusion du portrait robot du chauffeur routier à l'ensemble du pays. Il faut dire qu'après cette macabre découverte, le vœu le plus cher des enquêteurs et de la famille, c'est désormais de retrouver le meurtrier. On l'a vu, le père de Céline est reparti dès ce matin pour l'Angleterre. Le village où résidait Céline en Haute-Saône est figé dans la douleur depuis hier soir. Thierry Curté. Ce soir, les 130 habitants de Ferrières-l'Essai se sont cloîtrés dans la douleur. Le petit village de Haute-Saône s'est replié sur lui-même. Les messages de soutien à la famille ont été nombreux et discrets. Tout le monde connaissait Céline ici. Et ça me fait de la peine de voir cette jeunesse aller se faire assassiner, surtout qu'elle était gentille, sérieuse, elle avait été chez son cousin pour ne pas faire son anglais. Et je crois qu'elle se destinait à la comptabilité, c'est pour sa profession. Oui. Mais les gens font beaucoup de peine, hein. Tu veux y faire. C'est fait, hein. C'est un malheur pour la famille, hein. C'est Noël en plus, c'est ça, non? Noël et puis le jour de l'an, ça va les marquer, les pauvres gens. Hein. Ils ne méritaient pas ça, c'est moi qui vous le dis. Hein. La famille, les proches de Céline ont passé la journée reclus dans la ferme familiale. Le père de Céline et son oncle sont repartis pour l'Angleterre ce matin. À Marseille, la grève des traminots a été reconduite aujourd'hui. Hier soir, les grévistes ont très mal vécu l'intervention des forces de l'ordre destinée à permettre un redémarrage partiel du trafic du métro. Et les négociations ce matin avec le médiateur puis la municipalité n'ont rien donné. Reportage Yannick Aroussi, Serge Dalamito. La journée a commencé par un face-à-face sur le quai du métro entre policiers et grévistes. Une nouvelle réunion de négociation laisse ce soir les traminots et la ville de Marseille dos à dos. Le médiateur propose 15,5 millions de francs pour les salaires et la réduction du temps de travail. Les syndicats, eux, souhaitent une harmonisation complète des statuts des traminots tout en restant dans le même budget. Nous restons dans l'enveloppe qu'ils nous proposent et ils ne veulent pas faire les efforts comme on les demande de nous. Alors M. Godet, il est bien brave, il est à Paris, il fait un peu ce qu'il veut, on ne le voit jamais. Il nous envoie au médiateur, le médiateur c'est un homme de paille. Et à l'heure actuelle, on est en conflit depuis 24 jours et tout le monde s'en fout. Reprise aussi des négociations qui n'ont pas abouti. La grève continue donc à Marseille, chaque parti campe sur ses positions. Tout a été remis à plat. Les rémunérations, le temps de travail dans l'entreprise, l'harmonisation des statuts. Pour se dit, il faut savoir sortir
de la grève. Ce soir, seuls quelques usagers sont satisfaits. Ils ont pu utiliser le métro qui a fonctionné sous surveillance policière. Je trouve que c'est une bonne chose parce que depuis le temps qu'on attendait ça, c'est bien. Demain, les assemblées générales reconduiront certainement la grève. Au 24e jour, les traminots sont toujours aussi déterminés. Après la longue grève à la SNCF, la direction régionale en Champagne-Ardenne a décidé d'offrir aujourd'hui la gratuité du transport sur le réseau des trains régionaux pour, je cite, renouveler le contact avec les clients qui sont peut-être un peu fâchés. Roule, train du bonheur avec Alain Doubeski et Didier Rancoeur. Ce samedi était une journée très spéciale dans les gares SNCF de la région Champagne-Ardenne. Écoutez bien. Vous partez aujourd'hui ? Vous savez que c'est gratuit aujourd'hui pour tout ce qui est département Champagne-Ardenne ? Oui. Il suffit de présenter ce papier qui remplace le billet de train classique. Vous le présentez au contrôleur et c'est tout. La gratuité n'était valable que sur les transports régionaux, c'est-à-dire sur les 1500 km de réseau parcourus chaque jour par 170 trains à travers la Marne, la Haute-Marne, l'Aube et les Ardennes. Le travail de la contrôleuse était aujourd'hui bien facilité. Tout est tellement plus simple lorsqu'on ne parle pas d'argent. Vous voyagez gratuitement? Tout à fait, oui, pour la première fois, oui. Vous trouvez ça sympa? Très sympa, j'ai pas compris, hein, parce que bon, je prends très rarement le train, je voulais acheter mon billet tout à l'heure et on m'a dit que c'était offert par la région d'Épernay, je crois. La région et la SNCF, bien sûr. Alors pourquoi notre société nationale aurait-elle de mauvais souvenirs à faire oublier? Pour reconquérir notre clientèle, lui permettre de faire les achats de dernière minute en cette fin d'année 1995, mais aussi pour donner le goût aux clients qui n'ont pas l'habitude d'emprunter le train, de découvrir le moyen de transport collectif qu'est le TER. Cet après-midi, les jeunes de la région étaient nombreux à prendre le train. Ceux-ci allaient à la fête à Reims. Les quelques dizaines de francs économisés grâce aux billets gratuits seront certainement vite dépensés. Après le nouveau drame qui a touché la secte de l'ordre du Temple solaire, le délégué de l'épiscopat chargé de ce dossier a adressé une lettre ouverte au président de la République, Jacques Chirac, dans laquelle il propose de créer une commission nationale des sectes abusives, un peu sur le modèle du CSA. Jacques Troulard propose également la création d'un délit de manipulation pour mieux lutter à l'avenir contre les excès de certaines sectes. En ce qui concerne l'enquête sur le drame de la semaine dernière, les policiers ne veulent négliger aucune piste. Ils s'intéressent entre autres à une filiale entre guillemets parisienne de cette secte, l'Alliance Rose-Croix, animée par un chef d'orchestre, Michel Tabachnik, qui s'est défendu auprès d'un consigné des soupçons qui pèsent sur lui. Michel Tabachnik ne nie pas qu'il a été un grand ami de Jody Mambro, l'ex-gourou du Temple solaire. Les deux hommes étaient passionnés de métaphysique. Ensemble, ils ont créé en 1978 une fondation culturelle. Golden Way a été un lieu de recrutement pour la secte, mais Michel Tabachnik affirme que cette dérive s'est produite malgré lui. Petit à petit, Di Mambro a organisé autour de sa personne un cercle fermé. Mais moi, je me suis j'ai jamais été dans ce cercle. Je ne savais, et Di Mambro m'a soigneusement caché l'aventure avec ce fameux cercle dont je parle. La première femme de Michel Tabachnik, dont il a divorcé en 1979, faisait partie de ce cercle. C'est la trajectoire type de quelques personnes qui ont fait cette trajectoire avec Di Mambro. Elle l'a connue en 1977 et elle a fini à Salvan ou à Chéry en 1994. Mais le chef d'orchestre affirme qu'il ne savait pas, parce que Di Mambro lui faisait croire que l'aventure avec le fameux cercle était finie. Et c'est pour ça, affirme Michel Tabachnik, qu'il a accepté en 1994 de participer à une conférence du Temple solaire pour parler de sa passion, la métaphysique. Il faut comprendre que le Temple solaire, ce n'est pas ce cercle qui est sous l'emprise de Di Mambro. C'est distinct, ce sont des gens qui se réunissent 2 fois par mois et qui viennent là, qui sont venus d'une manière libre à ma conférence. Les gens qui sont morts à Chéry et à Salvan, je ne les ai pas vus à ma conférence. Ma première femme, elle n'était pas à ma conférence. C'est la mère des enfants de Michel Tabachnik qui est morte à Chéry. Et il n'accepte pas qu'on le présente comme le 3e homme d'une organisation dont il s'estime d'abord victime. Politique française, le Conseil constitutionnel appelé à trancher par l'opposition de gauche a déclaré aujourd'hui conforme à la Constitution le projet de loi autorisant le gouvernement à légiférer par ordonnance en matière de protection sociale.
Grande première médiatique à Bonn, le gouvernement allemand a en effet décidé de censurer certains forums pornographiques sur le réseau Internet. C'est la première décision de ce type de la part d'un État, alors que le Congrès américain est en train d'élaborer une loi condamnant ce type de pratique sur ce réseau informatique mondial. Sur cet Internet pas net, explication Patrice Pellet. C'est sur la filiale allemande de cette société américaine qu'est tombé le premier acte de censure sur Internet. La CompuServe, c'est son nom, disposait en Allemagne via Internet de 200 serveurs et groupes de discussion qui, selon le procureur de Munich, présentaient un caractère contradictoire à la législation allemande. Sur Internet, dans ces boîtes aux lettres, ouvertes à tous et non filtrées, les magistrats allemands ont trouvé une liste impressionnante de services. Photos pornographiques, classées par spécialité, propositions de mise à disposition d'hommes, de femmes et d'enfants, carnets d'adresses, lieux de rencontre. Aux États-Unis, principal utilisateur d'Internet, ce premier acte de censure sur le réseau libre a provoqué une levée de bouclier. La responsabilité est entre les mains des parents, elle est aussi à titre personnel. Ce n'est pas le gouvernement américain, encore moins allemand, qui va faire la loi. On ne peut pas arrêter le système par des frontières. Ou on le fait pour tout le monde, ou pour personne. Cette censure en Allemagne sera-t-elle vraiment efficace? On peut en douter, car il suffira aux Allemands privés désormais de ces banques de données pornographiques de se connecter sur d'autres réseaux à travers le monde. Aujourd'hui, 30 décembre, il faisait 34 degrés à l'ombre à Rio de Janeiro, la ville la plus chaude de la planète. À l'autre extrême, c'est Moscou qui a battu aujourd'hui tous les records de fraîcheur, moins 20 degrés centigrades. Depuis le début de ce mois de décembre, environ 250 personnes sont mortes de froid dans les rues de Moscou, de froid mais aussi d'alcoolisme, un mal endémique dans un pays qui compte au bas mot 20% de pauvres. Reportage de nos correspondants à Moscou, Dominique Derda, Georges Ansen. Aujourd'hui encore, il fait froid. Moins 15, moins 16 degrés. Ça va faire un mois que ça dure, et ce n'est que le début de l'hiver. Devant la gare de Pavelets, en fin d'après-midi, l'armée du salut distribue soupe chaude et quignons de pain à quelques dizaines de sans-abri. C'est leur seul repas de la journée. Bientôt, il fera nuit. Il faudra attendre demain pour reprendre une gorgée de bouillon déjà tiède. D'ici là, le mercure du thermomètre va descendre encore un peu plus bas. Certains tiennent le coup, d'autres non. On a les pieds mouillés, alors ils gèlent. On dort dans le froid. Et c'est pour ça qu'on meurt. La police, la journée, elle nous laisse entrer à la gare. Et le soir, elle nous fout dehors. Ils nous disent « Allez vous faire voir ailleurs ». Plus tard, la police viendra ramasser les cadavres dans la rue. Lui, il a eu de la chance. Quand on l'a trouvé, il n'était pas encore mort, juste endormi. Car pour se réchauffer, évidemment, ils boivent. Depuis début novembre, plus de 250 personnes sont mortes de froid à Moscou, toutes en état d'ébriété. Celui-ci au moins, après une nuit au poste ou dans l'un des nombreux dessouloirs de la capitale, il se réveillera, vivant. Chaque matin, au petit dispensaire de Médecins sans frontières, on voit arriver entre 30 et 40 hommes et femmes. Dans le fichier de l'organisation humanitaire, plusieurs milliers de noms. Pour la plupart, ils sont alcooliques, souvent tuberculeux. L'hiver, évidemment, on soigne surtout les brûlures dues au froid. Les pieds, les mains. Si ça fait mal, c'est bon signe. Ça veut dire que ces doigts ne sont pas encore perdus, mais ils sont déjà noirs, la peau part en lambeaux, le gel a laissé son empreinte. Au fil des mois, de nouveaux patients arrivent, d'autres disparaissent à tout jamais. Un homme qui boit, il est ivre, il dort dans la rue, eh bien c'est la mort pour lui. C'est une issue fatale pour lui. Il n'existe à Moscou qu'un seul centre d'hébergement de 24 lits, c'est tout. Eux se sont installés pour l'hiver dans la cave d'un immeuble. Par chance, pour l'instant, les habitants ne se sont pas encore plaints. La journée, ils pelletent la neige devant le commissariat du quartier. Les policiers les payent en liquide, en vodka, évidemment. Il paraît que ça réchauffe. À Paris, une femme de 76 ans, une sans domicile fixe, comme l'on dit, est morte vraisemblablement de froid la nuit dernière dans le quartier des Halles, en plein cœur de la capitale. Le mauvais temps a provoqué ces derniers jours une multiplication de carambolages en France.
notamment en Alsace-Lorraine où plusieurs centaines de véhicules ont été immobilisés ou ont subi des froissements de tôle à cause des fortes pluies verglaçantes qui se sont abattues sur la région. Ce soir, le centre d'information routière met particulièrement en garde les automobilistes, d'autant que la météo prévoit de nouvelles pluies verglaçantes, notamment toujours sur l'est du pays. En ces temps de réveillon et de libation, certains ne dédaignent pas l'eau et même l'eau glacée. À Concarneau, c'est désormais une sorte de tradition. Le 30 décembre, une centaine de fanatiques des baignades hivernales font trempette dans une eau à 9 degrés. Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camilla, nos spécialistes de la nouvelle vague. 9 degrés, le thermomètre annonce la couleur. Et pourtant, ils sont plus d'une centaine à montrer qu'il ne faut pas être fou pour se baigner à Concarneau le 30 décembre. À chacun sa méthode, avec ou sans maillot isotherme. Pour les moins entraînés, baigneurs occasionnels, la surprise est tout de même de taille. Là-bas où je vais sortir. C'est froid. Vous n'allez pas rester plus longtemps? Vous la trouvez non, bonne? elle est pas bonne. Mais ça fait tellement de bien après. Et puis, il y a les habitués, ceux qui n'ont pas attendu ce rendez-vous désormais traditionnel pour se jeter à l'eau. C'est bon, c'est ça la Bretagne tonique. Tous les froids, on se baigne tous les jours. Et c'est tonique. Et moi, je me baigne 2 fois, je me baigne encore le matin. Alors, la preuve, hein. On n'a pas l'air malheureux. Hein. C'est là-dedans que ça se passe. Si on est bien là-dedans, on est bien dans l'eau. Il ne faut pas se dire l'eau est froide, c'est ça? Voilà, voilà. Et puis la météo a tenu à rappeler qu'on était tout de même le 30 décembre. Un bon petit grain pour mettre baigneurs et spectateurs à égalité. L'année dernière du soleil, cette année de la pluie. L'année prochaine, la neige. En fait, ils sont de plus en plus nombreux sur le littoral breton à s'adonner à la baignade hivernale. C'est vivifiant et au moins vous n'êtes pas gênés par les voisins. Je suis désormais en mesure de vous le révéler, c'est même une information exclusive. France 2, le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est pour demain. Marie-Josée Le Picard et Bernie Merriot vous aident à dresser la table de fête. Le réveillon du 31, c'est le repas de l'espoir. On attend que le temps franchisse minuit, qu'une année nouvelle s'allume. Pour la fête, table mise dans des décors fastueux, mais qui brillent par leurs soins encore plus que par leur luxe. Chez Baccarat, décor en rouge et blanc, les verres de cristal sont dépareillés pour les 10 convives. C'est si rare aujourd'hui d'avoir un service complet. Nappe de couleur comme une flaque de soleil. À la boutique du Bain-Marie, service pain d'anguilles et de crustacés pour offrir une soupe de poisson ou des moules. Et servi par les anges dorés, ce sera peut-être du foie gras. Une nappe brodée, une vieille nappe de grand-mère, c'est l'occasion de la sortir du placard. Sur une nappe de toile rouge, 3 étages de fruits chez Bernardo. Ou bien, référence au siècle des Lumières, le service aux oiseaux de Buffon. Chez Lalique, tout est en cristal forcément, la table, les éléphants, les flûtes, une grande table ou un guéridon pour un tête-à-tête. Il est encore temps d'inviter quelqu'un. Comme prévu, le Stade Toulousain et Cardiff s'affronteront samedi prochain en finale de la première Coupe d'Europe de rugby. Les 2 favoris se sont en effet imposés sans peine cet après-midi, à commencer par Toulouse qui a surclassé sans faire dans la dentelle les Gallois de Swansea, 30 points à 3. Christophe Duchiron. Les Toulousains n'ont pas pour habitude de faire du cinéma, et pourtant, le bonheur est dans le pré. Du bonheur en rouge et noir, du bonheur de rugbyman. À Toulouse, messieurs, dames, on a beau être toulousain, on n'en est pas moins français. Les joueurs sont rentrés avec le maillot rouge et noir, mais avec une pensée par rapport à la France entière, c'est-à-dire que nous avions un petit peu dans le cœur, évidemment nos couleurs, mais aussi la représentativité de tout le rugby français. Soyons chauvins, c'est si rare, Toulouse qui gagne, c'est la France qui rigole. En fin de première période, mêlée tout près de la ligne galloise, les Gallois font de l'anti-jeu en écroulant la mêlée. Et cette pénalité accordée par l'arbitre, à la mi-temps, Toulouse mène 13 à 3. À la reprise, Toulouse se rapproche un peu plus de l'Europe. Un petit groupe est pénétrant des familles, comme on dit dans le jargon, et surprise, Murin s'échappe. Ensuite, c'est réglé comme du papier à rugby, Manin aplati dans l'embut.
Hommage et plein d'espoir, le dernier essai des Rouges et Noirs. C'est la fin du match, on est tout près du dénouement, et c'est la charge de la brigade légère, avec des avants-flingueurs et des arrière-passeurs. À Toulouse, on ne manque pas de munitions. Artiguste, le 3/4, tire une dernière balle et libère son équipe. Victoire 30-3, voilà les Toulousains touchés au cœur. C'est un match au niveau international, comme j'ai vécu en équipe de France, où c'est intense, les contacts sont plus rudes, et puis il faut être présent partout, il faut avoir les yeux partout sur le ballon. C'est vraiment des matchs de haut niveau. Dans 8 jours, Toulouse a rendez-vous à Cardiff pour la finale. Un rendez-vous avec l'Europe. Faisons maintenant dans la démesure, c'est si rare. Dans 8 jours, Toulouse a rendez-vous avec l'histoire. Voilà, Christophe vient de vous le dire. L'autre finaliste, c'est Cardiff, qui aura le privilège et l'avantage de jouer samedi prochain sur sa pelouse de l'Arms Park. Les Gallois sont passés en force cet après-midi face aux Irlandais de Leinster, 23 points à 14, avec notamment 2 essais réussis en première période. Les caprices du ciel ont passablement perturbé le départ du Dakar 96. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis plusieurs jours maintenant sur l'Andalousie ont en effet obligé les organisateurs à supprimer l'une des spéciales prévues aujourd'hui. Le point avec nos envoyés spéciaux Laurent-Frédéric Bollet, Philippe Turpin. Impossible d'être plus au sud avant le Maroc. Malaga, deuxième ville étape du Dakar, face à la Méditerranée, est tout aussi humide que Grenade. Cela fait 4 ans que l'Andalousie n'avait pas connu de telles pluies, même si c'est par intermittence, c'est tout le Dakar qui est bouleversé. La deuxième étape prévue cet après-midi a été annulée. Du coup, ce sont 4 km parcourus ce matin en spécial, qui sont une première référence pour les classements. Une spéciale pour le moins boueuse, où tout le monde, comme on dit, a dégusté. Rien que ce qu'on a fait le terrain militaire, les pompiers ce matin, ça se disait largement. Il y avait de quoi se faire mal aussi, il y avait de quoi de passer quelque chose, donc c'est toujours un petit peu angoissant. Faut mieux qu'on soit en Afrique là-bas au moins. Mais avec le sec, Scheiße! Un cri du cœur qui fait mal, l'Autrichien Kenny Gartner s'échine sur sa moto qui ne démarre pas. La faute à un manque d'essence et un double réservoir non alimenté. Kenny Gartner, un des favoris de l'épreuve, voit son temps s'écouler sans lui. Avec l'énergie du désespoir, il pousse donc sa moto pour quémander de l'essence. Un autre concurrent se propose d'aider, mais ça ne va pas sans mal. Mais enfin, le carburant est trouvé, c'est sans doute l'essentiel. Il ne reste plus qu'à pousser la machine, ce qui n'est pas facile, puis à repartir à fond de train. Hélas pour Kenny Gartner, la matinée réserve une autre péripétie, une chute terrible dans la spéciale. Sur ce coup, l'Autrichien aurait pu se faire très mal, mais il repart et limite finalement les dégâts. En tout, 10 minutes de perdu pour l'Autrichien sur son grand rival, Stéphane Peter-Hansel. Il y a des journées comme ça où vraiment tout va mal. Toujours fidèle à la vocation hautement culturelle du service public de télévision, je vous propose maintenant d'entendre le son du corps le soir, non point au fond des bois, mais sur les sommets de Serre-Chevalier. Le saviez-vous, on compte en effet encore sur l'ensemble des massifs alpins une 50aine de sonneurs de corps. Reportage Valérie Astruc, Bruno Giraudon. À l'origine, on sonnait du corps pour communiquer de vallée à vallée, c'était au XVIIIe siècle. Non pas en Suisse, mais dans les Carpates, les bergers de l'Est donnèrent alors le la pour la première fois. Aujourd'hui, ces sonneurs perpétuent la tradition pour le plaisir. 4 retraités plus quelques jeunes qui prennent la relève, presque tous originaires du Briançonnais. C'est très très agréable de jouer seul, surtout en pleine montagne. C'est inexplicable. Il faut le voir pour le croire. Non, j'y arrive pas. Hein. Les gens ont toujours peur quand ils essaient l'instrument de souffler beaucoup, parce qu'ils ont l'impression qu'il faut remplir énormément l'instrument. Et en fait, comme tout se passe dans l'embouchure, ça ne fait qu'amplifier. Dès qu'ils arrivent à souffler un petit peu, à faire vibrer ça, ça va, il n'y a pas besoin de souffler plus. C'est dommage qu'il ne fasse pas trop beau parce que le son, quand le terrain est neigeux et tout, il est très étouffé. Alors il y a moins d'écho. Enfin, ça va sonner quand même. Vacances oblige, ces sonneurs jouent plus en ce moment dans les stations qu'au fin fond de la montagne. En ce début de saison, ils tournent à un concert tous les 2 jours. Un peu d'argent dans les caisses, c'est utile. Un corps vaut 9 000 francs. Ils en ont commandé 4 l'année prochaine pour que la vallée résonne encore plus mélodieusement.
Le corps des Alpes, le public adore. Pour l'état civil, il s'appelle Malcolm John Ribnack, mais il est sans doute plus connu par les amateurs de jazz sous le pseudonyme de Dr. John. Très inspiré par la Nouvelle-Orléans, sa ville natale, ce musicien touche-à-tout, à la voix rocailleuse, pianiste et chanteur, occupe le Jazz Club de l'Hôtel Méridien à Paris jusqu'au 6 janvier. Reportage Caroline Laudrin, Bernard Connor. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Orson Welles. Seulement, depuis qu'il est tout petit, il ne rêve que de musique. Les chapeaux, la canne en serpent et les gris-gris autour du cou font partie intégrante du personnage. Et lorsqu'il choisit un nouveau couvre-chef, l'heure est grave. À 13 ans, il n'allait déjà plus à l'école et passait son temps les yeux rivés sur les doigts des pianistes dans les boîtes de jazz. Ses maîtres s'appellent Nat King Cole, professeur Longuehair. Dr. John est un boulimique. Il a tout joué, du jazz, du rhythm and blues, du rock. Et aujourd'hui, il parle de sa musique comme d'un plat de la Nouvelle-Orléans, où se mélange avec subtilité ingrédients et parfums. La musique de la Nouvelle-Orléans, c'est le gumbo. Vous mélangez tout, vous faites une grande soupe. C'est un peu ça la musique. Vous dosez, vous ajoutez un petit quelque chose. C'est ce que nous faisons. Le bon docteur est l'un des rares musiciens blancs à avoir assimilé toutes les musiques du Sud. Et après 35 ans de jazz, l'homme est devenu inimitable. Voilà, avant de vous souhaiter une excellente soirée, je vous propose comme promis de voir ou de revoir les images les plus cocasses tournées tout au long de cette année sur les terrains de sport du monde entier, une sorte de stade 2 matinée de vidéogag. Voilà, ça c'était la cerise. Demain, vous aurez le gâteau. En effet, après les trophées du sport à 19h20, vers 19h40, un super bêtisier du sport représenté par Pierre Sled et Arthur. 18h20, je dis que des bêtises. Et le bêtisier, enfin vous regardez tout et vous verrez tout ça, c'est formidable. Demain, en fin d'après-midi, sur France 2. Cette dernière information, si vous êtes encore à la recherche d'une idée de cadeau, je vous signale la découverte dans une mine du Colorado, aux États-Unis, d'un très très gros diamant de 14 carats, valeur estimée à 1 250 000 francs. C'est pour rien. Dernier journal vers minuit 30 en compagnie de Florence Daucher. Bonne fête au Roger. Dans un instant, la météo de Laurent Romeshko. Plutôt la douceur demain, m'égare, je vous le disais, aux pluies verglaçantes. Je vous donne rendez-vous demain dès 13h en vous laissant méditer cette citation de Molière dans Tartuffe. Contre la médisance, il n'est point de rempart. Excellente soirée, merci.